Caraïbes, c'est la sortie. Même quand t'as beaucoup de fêtes en Haïti. Même c'est mon cap, même c'est mon bon naïf. Mais sur le plateau, presque nous tous dans le même pays. Tête pique Magaya, c'est la même grandi. Même c'est mon Jacques, même c'est mon Jérémy. Mon fils, pense à lui, puis bon, il veut son dos. Faire vision le vin, puis bon. Plonger dans le bassin, si moi j'y mets, fait à couler de l'eau. Pays m'gagne racine, toute tête est fait pour qu'un béro. Vite, mais dans l'air, il arrive au beau. Pas besoin de faire famille, nous tous c'est une même zone, même zone. Si c'est pas crier chérie, problème, bah c'est fait nous aller. La plus, si c'est pas tomber sur. On va avoir une matinée de présentation très intéressante. Il y aura une présentation qui sera faite par le groupe Croissance sur le budget citoyen. Cette présentation sera faite par le PDG du groupe Croissance, Christian Farel. Et l'objectif, c'est de montrer comment est-ce qu'on peut utiliser les informations de base dans le budget à travers les décisions que l'on prend. Il y aura une présentation du représentant de la Banque mondiale aussi. Le représentant de la BID est là. Ils auront à faire une présentation sur le budget de la République. Eh bien, pour commencer la journée, j'ai l'avantage d'appeler au bureau le PDG du groupe Croissance, Christian Farel, qui va faire une présentation sur le budget citoyen. Et dans un accord rapide, ils ont compris l'importance de partager avec la société haïtienne, les différentes organisations de société, des informations au niveau international. Deuxièmement, la participation de la société. Et troisième, la reddition de comptes. C'est cet esprit qu'on réalise ce genre d'activité pour que vous puissiez avoir le plus d'informations possible, que vous soyez dans le secteur privé, au niveau de la société civile, même dans le secteur religieux, vous devez vous impliquer dans tout cela. Donc c'est ainsi qu'on a lancé ce fameux concept de budget citoyen, qui est devenu quelque chose de très populaire à travers le monde. Il y a plusieurs pays qui se réunissent pour exiger de la société, du gouvernement, des résultats en quelque sorte. Ceci dit, nous allons rapidement survoler les objectifs des 17. Premier, c'est éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde. L'État a été assigné cet accord. Numéro 2, éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l'agriculture durable. C'est le deuxième objectif. Troisième, permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge. Quatrième, assurer l'accès de tous à une éducation de qualité sur un pied d'égalité et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Peut-être que les femmes dans la salle vont se dire, si on parle d'équité, il faudrait voir quelques visages de jeunes filles. Ce n'est pas mon document, c'est le document des Nations Unies. Donc il faut y penser à tout ça comme image. Objectif numéro 7, parvenir à l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles. 6. Garantir l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau. 7. Garantir l'accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes à un coût abordable. 8. Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous. Numéro 9. Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager l'innovation. 10. Faire en sorte que les villes et les établissements urbains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables. 12. Établir des modes de consommation et de production durable. 13. Prendre d'urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leur répercussion. 14. Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable. 15. Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres en veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des terres et mettre fin à l'appauvrissement de la biodiversité. L'avant-dernier, promouvoir l'avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous,
aux fins du développement durable, assurer l'accès de tous à la justice et mettre en place à tous les niveaux des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous. Le dernier objectif, renforcer les moyens de mettre en œuvre le partenariat mondial pour le développement durable et le revitaliser. Voilà les 17 objectifs qui ont été signés par 193 pays, dont Haïti, en septembre dernier, pour éliminer l'extrême pauvreté dans le monde d'ici 2030. C'est la vision, c'est les grands objectifs. Maintenant, comment on va atteindre ces objectifs? Il faut certainement avoir de l'argent. On a fait un exercice au niveau du groupe croissance en essayant de comprendre pourquoi on a raté les objectifs du millénaire pour le développement, à savoir les objectifs qui précèdent les OND, ce qu'on appelle les OND. Et on a pris le budget d'Haïti de 2000-2001 jusqu'à 2014-2015. Et on a pu comprendre réellement les difficultés d'Haïti pour atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. Car si on se fixe des objectifs, il doit y avoir des engagements financiers. Donc pourquoi en 2012, la Banque mondiale a fait un rapport expliquant que nous avons une réduction de l'extrême pauvreté en Haïti, mais dans le milieu rural, il y a une augmentation. Donc cette réduction a eu lieu exclusivement dans les zones urbaines, particulièrement dans la grande zone métropolitaine de Port-au-Prince. Donc dans ce sens, il faut qu'on puisse aligner les budgets d'Haïti avec les objectifs fixés. Donc, ayant vu ce résultat, sur une période assez longue, sur 15 ans, est-ce que 2016, on va lancer les objectifs de développement durable? Est-ce que nous avons les fonds disponibles? D'ailleurs, ce budget que nous avons actuellement, que nous allons analyser, est-ce que c'est déjà aligné avec les objectifs de développement durable? Voilà l'exercice et on vous convie, toute la société haïtienne, à comprendre que le budget, ce n'est pas l'affaire de l'économiste, d'un financier, d'un ministère qui s'appelle le ministère des Finances, c'est l'affaire de toute la société. C'est cette bataille, cette lutte, si on veut qu'en 2030, il y ait une réduction de l'extrême pauvreté et de la pauvreté en Haïti, il faut qu'on puisse changer ce qu'on voit en quelque sorte ici. Certainement, l'éducation a eu des fois assez important, mais vous allez voir la santé, vous allez voir l'égalité des sexes, qui est un objectif qui était dans les OND, et on a vu comment on a financé cet objectif en rouge est extrêmement faible. Et vous regardez l'environnement, qui est l'un des principaux problèmes d'Haïti, donc il faudra qu'on puisse réellement questionner et voir, mettre tout en question. Ce n'est pas laisser au gouvernement de décider au niveau du budget, il faut qu'on participe dans tout cela. Donc on veut changer un petit peu cette image pour qu'on puisse avoir des allocations beaucoup plus importantes. Donc c'est quoi le budget des citoyens et pourquoi? Donc ça vise à expliquer de manière simple la provenance, l'utilisation et la finalité des ressources publiques en exposant facilement la façon dont le gouvernement compte collecter les recettes pour financer ces diverses activités d'une part et la façon dont il envisage de dépenser ces ressources pour atteindre les objectifs qui s'est fixés d'autre part. Donc on a le droit des amis, comme contribuable, comme membre de la société, de questionner chaque année ce que le gouvernement a fait au niveau du budget, à comptabilité, la reddition des comptes. La démocratie, ce n'est pas seulement voter, c'est participer également. Donc, c'est ça l'esprit du budget citoyen, c'est que chaque Haïtien doit comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau de la relation. Comment on mobilise les ressources et comment on va dépenser les ressources. En d'autres termes, il est conçu pour encourager la transparence et l'accès à l'information budgétaire d'une manière qui permet à n'importe quel individu de comprendre la gestion des ressources publiques. C'est ce qu'on recherche. Donc, voilà le calendrier. On doit savoir quand commencent les activités pour le budget, le processus, et quand ça prend fin. Normalement, l'adoption du projet de loi. Donc à partir de là, sachez que le budget, c'est un projet de loi qui est élaboré par l'exécutif qui a le monopole. Donc à partir du 30 mai, on ne peut pas vraiment influencer l'exécutif. Mais on peut aller dans une autre institution qui s'appelle le Parlement. Car le dépôt du projet de loi, c'est le 30 juin. Donc arriver au Parlement, ça passe par la chambre basse, pour ensuite aller au niveau du Sénat.
Donc vous pouvez également, comme organisation de la société civile, rencontrer les présidents de commission de finances, présidents d'éducation, santé, environnement. Je m'amuse à chaque fois que je fais cet exercice, je demande à un responsable de l'éducation qui est le président de la commission d'éducation au niveau de la Chambre. Qui est le président de la commission santé au niveau du Sénat? On ne connaît pas son nom. Ce n'est pas normal quand on peut influencer ces gens. Donc vous voyez, pendant tout l'été, on peut travailler avec le Parlement. Le Parlement ne peut pas modifier le plafond, mais peut déplacer tout ce qu'il y a à l'intérieur du budget. Donc, on a jusqu'au mois de septembre pour influencer le Parlement et la publication de la loi qui se fait en septembre. Donc, voilà, je ne vais pas rentrer dans tout le détail, ça c'est ce que le gouvernement a décidé pour ce gouvernement. On va vous donner toutes ces informations. Avancer un petit peu rapidement, parce qu'on a tellement de choses à voir ce matin. Je pense que notre ami Wayne va développer pour nous l'aspect macroéconomique. Je vais nous laisser le soin de discuter de tout ça, les perspectives. Sachez que le gouvernement, pour cet exercice fiscal, le taux de croissance est de seulement 3,6%. Seulement 3,6%. Et le premier trimestre, déjà engagé de cet exercice, on voit déjà qu'est-ce qui va se passer. On a de très fortes chances qu'on ne tienne pas le 3,6%. Quand le premier trimestre, les manifestations, tout ce qu'il y a comme problème, ça peut affecter tout ça. Donc voilà les secteurs qui devraient soutenir la croissance, c'est l'agriculture 2,3%, le commerce 3,8%, l'industrie 2,1% et la construction 4,3%. C'est des informations qui devraient intéresser les membres du secteur des affaires ainsi que de la société civile, car ça vous donne une idée où le gouvernement veut aller en quelque sorte. Voilà l'importance de comprendre, de suivre, car pour prévoir dans votre secteur, il faudra que vous puissiez avoir les informations du gouvernement. Donc, sans entrer dans tout le détail encore ici, c'est des projections, comme je vous dis, on va mettre ces informations à votre disposition. Voilà pour l'exercice fiscal en cours, j'ai commencé. Je ne vais pas entrer dans l'aspect investissement international, mais je vous donne une idée de ce qui se passe au niveau du budget du côté du gouvernement ici. Il y a un changement structurel important à comprendre dans ce budget. À savoir, le gouvernement décide de financer ce budget surtout avec les ressources locales. On va voir ici les recettes courantes. Le budget de l'année dernière rectifié, le gouvernement espérait entrer 60,8 millions de dollars. De good 60,8 millions de dollars. Voilà un gouvernement extrêmement optimiste qui pense augmenter les recettes de près de 27%, soit 77,2 millions de dollars. Et comment? Il va y avoir certainement un retour sur ces chiffres, puisque vous vous rappelez récemment que le gouvernement a dû modifier certaines positions. Mais voilà ce qu'il y a dans l'enquête, les recettes internes, 44,8 l'année dernière, on veut mettre ça à 67,5 milliards d'euros, soit un taux de croissance de 37,3%, qui est encore réellement, ce que je pourrais dire, de l'optimisme très très fort. Impôt sur le revenu de 14,8 à 16,1, droit d'assise de 2,4 à 7,8, la TCA devrait connaître une certaine stabilité, et les recettes douanières, il va compter le gouvernement qui avait mis des mesures pour la frontière, mais on voit qu'il reste à quelque chose avec une certaine stagnation. Et vous allez voir, parce que financer un budget, il y a trois parties. Les ressources internes, les dons et le financement à partir du dette externe. Donc, on va augmenter les ressources internes, comme vous avez pu voir, mais regardez les dons. On va connaître une réduction au niveau des dons. De 31,2 milliards d'euros l'année dernière, 25,9 milliards d'euros. Donc, il doit y avoir une compensation. Et nous allons voir au niveau du financement interne, externe, pardon, parce que lorsqu'on ajoute aux recettes internes, on ajoute les dons, on n'arrivera pas au montant espéré, il faudra trouver quelque chose de l'extérieur. Et c'est ce que Petro-Caribé a fait pour nous pendant plusieurs années. Petro-Caribé, qui pendant les 4 dernières années était supérieur à 20 milliards de gouttes, regardez le montant de Petro-Caribé pour l'exercice fiscal, seulement 6,6 milliards de gouttes. Donc une chute considérable. Le prochain gouvernement qui va remplacer le gouvernement Martin Paul, eh bien, disposera de moins de financement de Petro-Caribé. Donc voilà en quelque sorte les ressources de l'État pour l'exercice fiscal 2015-2016. Un budget, comme on a pu le répéter, c'est entrée et sortie. Vous entrez de l'argent et vous allez sortir, c'est l'argent. Vous l'entrez sous trois formes, les recettes courantes, les dons et le financement externe.
et vous sortez avec deux parties, les dépenses courantes et les dépenses de capital. Pourquoi on a invité les institutions financières internationales à nous parler? Parce qu'ils sont assez forts de cette partie. L'argent que nous allons collecter va surtout se retrouver de cette partie, à savoir les dépenses courantes. Rappelez-vous combien on espère entrer au niveau des recettes locales. Et vous allez voir comment on va sortir tout ça. Les dépenses courantes, ça devrait passer de 50,2 à 58,3, qui ferait une augmentation de 16,1%. Retenez cette variation de 16,1%. Et dans l'esprit des objectifs de développement durable. Les salaires et les traitements, ça va augmenter, ça passera de 29 à 32,6, 32,4. On va augmenter les salaires des policiers, les salaires des professionnels, des enseignants. Donc, vous voyez, de 12,4, on espère augmenter les salaires. Les biens et services, pour faire fonctionner la machine gouvernementale, de 15 à 16,6, ça ferait 10,7% au niveau des biens et services. Transfert de subventions, il devrait y avoir une augmentation de 25,9. Et, regardez ça, les intérêts de la dette publique. Petro-Caribé, je vous rappelle, ça se retrouvait dans la partie financement et non dans la partie don. Et maintenant, nous allons commencer à repayer cette dette. Ça a une augmentation considérable. 2,3, ce n'est pas beaucoup, mais vous allez voir, dans certains ministères, on a des besoins considérables. Et voilà les dépenses de capital. Je ne vais pas y rester puisque nos amis en parlé. Mais regardez les dépenses de capital qui vont augmenter de 8,1%. Pendant que les dépenses courantes augmentent de 16,1%. Donc ça ne va pas dans l'esprit des objectifs de développement durable. Donc la société civile, les différents acteurs devraient questionner ce budget, rien qu'en regardant, si vous parlez des ODD 2030, donc si on dépense beaucoup plus, ce n'est pas différent pour nous. À la maison, si on dépense beaucoup plus pour s'amuser, pour la nourriture, les loisirs, donc il restera moins d'argent pour les investissements futurs. Donc ça nous indique déjà que ce gouvernement ne s'aligne pas avec les objectifs de développement durable. Donc voilà un premier point qu'il faudrait attirer l'attention. Donc les programmes et projets, on va écouter les bailleurs, on va discuter avec eux. Maintenant, je vais terminer en vous montrant ce que le sénateur Privert a réalisé comme travail extrêmement intéressant pour voir lorsque nous faisons, parce qu'un budget sur les projections, ce n'est pas encore là. Donc les projections peuvent être extrêmement optimistes. Donc M. Privert a fait un travail pour analyser régulièrement quelles sont les projections qu'on réalise et quelles sont les réalisations. Et à une seule année, seulement 2010-2011, on avait dépassé les projections réalisées. Donc, en ce sens, en disant qu'on va augmenter les recettes de l'État cette année, on n'a aucune, ce qu'on appelle un track record, pour dire oui, ça va être fait en quelque sorte. Donc, on vous donnera également ces chiffres, car je ne vais pas vous m'attarder sur les détails. Donc, voilà les variations des grandes masses budgétaires. Les ressources internes vont espérer augmenter, les ressources externes qui vont diminuer, les dépenses courantes qui vont augmenter et les dépenses de capital qui augmentent, mais à un taux moins que les dépenses courantes. C'est toujours faciliter la tâche pour bien comprendre et discuter avec les économies. Donc on a parlé de masse salariale. Voilà les grandes masses budgétaires